Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jusqu'où ira la moisson de récompenses pour Emilia Pérez, le 10e long métrage du réalisateur français Jacques Audiard. Le film est reparti avec 4 statuettes au dernier Golden Globes le dimanche 5 janvier aux États-Unis, dont celui du meilleur film musical et de la meilleure musique originale. Il a donc ses chances pour les Oscars, la cérémonie la plus prestigieuse outre-Atlantique au mois de mars. Déjà récompensée du prix du jury au Festival de Cannes en 2024, Emilia Pérez connaît depuis sa sortie cet été un succès critique et public avec plus d'1 million d'entrées en France. Pourtant, rien au départ ne laissait présager un tel engouement pour ce projet, un drame musical en espagnol avec pour thème principal la transidentité sur fond de narcotrafic au Mexique. Code Source raconte les coulisses de ce pari fou et la campagne du film aux États-Unis. Avec nous, 3 journalistes du service culture du Parisien, Catherine Ball et Renaud Barognan, reporter cinéma, et Éric Bureau, spécialiste musique. Catherine Ball, le week-end des 18 et 19 mai 2024, vous êtes au Festival de Cannes qui a démarré quelques jours plus tôt et vous assistez à la projection du nouveau film de Jacques Audiard, Emilia Pérez en compétition. Qu'est-ce que vous vous dites à la sortie ? Je me dis, ça y est, on peut tous rentrer chez nous. Audiard a plié le match. Le festival, il a commencé le mardi soir. À ce moment-là, on est samedi quand Emilia Pérez est projetée. Et vraiment, le film est totalement époustouflant. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je me dis, ça va être extrêmement dur de passer après Emilia Pérez. De quoi ça parle en quelques mots ? Emilia Pérez, c'est une comédie musicale en espagnol qui met en scène une avocate mexicaine qui s'appelle Rita, qui est jouée par Zoé Saldana, l'actrice d'Avatar. Et Rita va être enlevée par un narcotrafiquant mexicain qui veut devenir une femme, il veut surtout changer de vie, il veut expier ses péchés, et il va l'entraîner dans une aventure complètement dingue, et il va changer aussi son destin à elle, à Rita. Alors on va voir comment ce film a su tirer son épingle du jeu, vous allez nous en raconter les coulisses, mais avant il faut retracer rapidement la carrière de son réalisateur, Jacques Audiard. Il a 72 ans, il est né à Paris le 30 avril 1952 et lorsqu'il grandit, son père est déjà un grand nom du cinéma français. Oui, son père, c'est Michel Audiard. Il a réalisé quelques films. C'est surtout le dialoguiste et le scénariste des Tontons Flingueurs, d'Un singe en hiver, de Mélodie en sous-sol, Flic ou voyou, Tendre poulet. C'est le plus grand dialoguiste du cinéma français. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Et Jacques Audiard, il grandit dans l'ombre de ce père qui est autodidacte, mais d'une culture immense, qui est entouré de livres en permanence. Jacques Audiard, il raconte que son père, il pouvait déclamer des vers qu'il connaissait par cœur. Voilà, c'était vraiment un puits de science. Et donc Jacques Audiard, il grandit auprès de ce père qui est un très très grand nom du cinéma et en même temps qui, selon lui, méprise un peu le cinéma, c'est-à-dire qu'il considère que le cinéma, c'est un métier, mais que le vrai art, c'est la littérature. Et Jacques Audiard lui-même va lire énormément de livres. Sur le plan personnel, Jacques Audiard perd son grand frère François quand il a 23 ans dans un accident de voiture en 1975 et son père, Michel Audiard, meurt 10 ans plus tard en 1985. Jacques Audiard évolue ensuite dans le milieu du cinéma mais il attend longtemps avant de réaliser son premier film. Oui, Jacques Audiard, il dit qu'il est passé par une phase de détestation du cinéma, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire comme son père. Il a commencé par des études de lettres, il se destinait à l'enseignement, et puis en fait le cinéma l'a rattrapé. Il a commencé comme assistant monteur avec Polanski pour Le Locataire, puis il a été monteur pour Chéreau. Il a ensuite été scénariste, notamment du Professionnel avec Belmondo, et il a continué à écrire des scénarios, notamment avec son père. Le premier scénario qu'il a écrit avec son père, c'est Mortelle Randonnée en 83, donc 2 ans avant la mort de Michel Audiard. Et son premier film, il le réalise seulement à 42 ans, c'est Regarde les hommes tombés en 94 avec Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz. Donc voilà, c'est pas un réalisateur très précoce. Renaud Barognan, je précise que vous enregistrez cet épisode à distance. Dites-nous à quoi ressemble le cinéma de Jacques Audiard dans les années 90-2000. C'est un cinéma d'auteur, il y a un ton assez unique, alors évidemment il soigne les dialogues, c'est pas le fils de Michel Audiard pour rien, il y a un ton assez unique dans ses films, il y a une patte Jacques Audiard qu'on reconnaît à la fois sur ce côté un peu auteur et à suspense on va dire,
Et il se révèle tout de suite comme un formidable directeur d'acteurs, ce qui fait que c'est des films d'auteur qui marchent plutôt bien. Par exemple, Sur mes lèvres fait 400 000 entrées à peu près, et De battre mon cœur s'est arrêté fait pratiquement 1 million d'entrées. À l'époque, 931 000 entrées. En 2009, son 5e long métrage sort en salle, Un prophète, un thriller qui se déroule dans une prison avec les acteurs Tahar Rahim et Nils Arestrup, et c'est un triomphe. C'est un triomphe à la fois public et critique. Il va avoir le Grand Prix à Cannes, qui est un peu la Palme d'Or bis. Le film va faire 1,3 million d'entrées. Et puis un peu plus tard, il va glaner 9 Césars, dont des gros Césars. Et il va avoir une carrière assez incroyable à l'international. Il a des prix dans tous les festivals où il passe. Et il va être aussi nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, même s'il ne va pas l'avoir. On m'a dit que tu avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. T'as déjà eu des problèmes dans la cour. Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Je tiendrai le temps qu'il faudra. Et à partir de là, il bascule en fait, Audiard. Il passe de cinéaste d'auteur qui a un joli petit succès à cinéaste qui compte parmi les grands cinéastes français et qui va faire des grands films avec des grands succès à chaque fois. Dans les années 2010, il réalise plusieurs films dans d'autres langues que le français, en tamoul par exemple pour le film Dipan qui décrochera la Palme d'Or en 2015. On peut aussi citer le film Les Frères Sisters, écrit et tourné en anglais alors que Jacques Audiard le parle à peine. Même très peu l'anglais, il bredouille un peu l'anglais plus qu'autre chose. On se demande toujours comment il fait. Alors la question avait été posée à Joaquin Phoenix qui jouait dans Les Frères Sisters, un des rôles principaux, et Joaquin Phoenix, en rigolant, il avait répondu par télépathie. Il avait expliqué qu'en fait, quand ça fonctionne bien entre un réalisateur et des acteurs, les regards suffisent en fait quelque part, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Alors évidemment, il y a des aides dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des assistants qui eux parlent les langues, qui font un peu la jonction entre le cinéaste, les comédiens, les technicien, mais il se débrouille en fait, on va dire, et c'est vrai qu'il a une relation tellement particulière avec les comédiens que parfois la langue c'est pas trop la peine en fait, voilà, ils se comprennent par les yeux. On fait un saut dans le temps, Catherine Ball. En 2019, la lecture d'un roman donne à Jacques Audiard l'idée de faire un nouveau film. Oui, Audiard raconte qu'il a lu un roman de Boris Razon qui s'appelle Écoute, dans lequel il y a un personnage de narcotrafiquant qui veut devenir une femme pour échapper à la concurrence. Razon développe assez peu ce personnage dans le livre, mais Audiard dit « Je ne sais pas pourquoi ça m'a touché » et c'est vraiment le point de départ d'Emilia Pérez. Quel projet est-ce qu'il imagine au départ ? Il se met à écrire, il écrit 30 pages en un mois et il dit qu'il voit ça comme un opéra. Il dit « ça m'est venu sous forme d'acte ». Ce qui est étonnant, c'est que Audiard dit qu'il est très très fan de musique, qu'il en écoute beaucoup, mais qu'il n'est pas du tout musicien, qu'il n'est pas du tout chanteur, pas du tout danseur. Il dit « je me trémousse quand il y a de la musique ». Mais voilà, il a cette espèce d'inspiration et donc il imagine cet opéra. Éric Bureau, Jacques Audiard se rapproche alors d'un musicien qui s'appelle Clément Ducol. Qui est-il et comment se passe cette rencontre ? Pour moi, Clément Ducol, c'est un génie, mais c'est un génie de l'ombre. Il a 43 ans, il est d'origine lyonnaise, et jusqu'à présent, il était dans l'ombre de grands albums. Je pense au dernier album de Christophe, par exemple. Je pense au deuxième album de Vianney, qui a énormément marché. Et il est le compagnon de la chanteuse Camille, qu'il connaît depuis une quinzaine d'années, et avec qui il collabore depuis. Il est contacté en octobre 2019 par SMS, par Jacques Audiard. Jacques Audiard a cherché vraiment dans le gratin des compositeurs et des musiciens pour l'aider à développer en fait ce qui était à l'époque un opéra. Par exemple, Tom Waits, Damon Albarn, de Blur quand même, avec qui les contacts n'ont pas abouti. Et par un ami, Philippe Petit, qui est producteur, il contacte Clément Ducol. Et quand il reçoit donc ce synopsis, il est avec Camille. Et Camille, qui regarde par-dessus son épaule, elle m'a raconté ça quand je les ai rencontrés en octobre dernier, a tout de suite un coup de cœur pour cette histoire qu'elle trouve shakespearienne et pour lequel elle voit déjà des chansons. Donc en fait la réponse elle est positive et c'est une réponse à deux. Ils se proposent tous les deux d'écrire des chansons et de faire à la fois le livret et les paroles de cet opéra qu'imagine Jacques Audiard. À partir de là, comment est-ce que Camille et Clément Ducol et Jacques Audiard se mettent à travailler tous les trois ? Ils créent en fait ensemble, en même temps, le scénario du film à travers les chansons. Ils vont vraiment rentrer en écriture
en résidence. Alors d'abord chez eux, en Dordogne, et puis ensuite dans une résidence d'artistes où il y a à la fois des studios d'enregistrement et des logements pour y rester plusieurs mois. Et pardon pour l'expression, mais c'est 3 cases bonbons. C'est tous les 3 des perfectionnistes, tous les 3 dans leur domaine. Donc forcément, leur travail va durer très longtemps. Le couple me disait que ça avait duré quasiment 5 ans. Ils ont fait un nombre incroyable de versions, parfois 40 versions pour un même titre, et forcément le fait de travailler tous les 3 en même temps dans la même pièce dans ce domaine a duré des mois et des mois. Et d'ailleurs Clément Ducol et Camille se sont installés avec leur famille dans ces endroits pour justement avoir ce projet au long et chaque jour de leur vie. Catherine Ball, pour incarner le personnage principal, Emilia Pérez, Jacques Audiard cherche pendant longtemps, mais il ne trouve pas l'actrice qu'il lui faut, jusqu'à ce qu'il entende parler de Carla Sofia Gascon. Alors Carla Sofia Gascon, elle est repérée par le producteur musical d'Emilia Pérez. Avant de la rencontrer, Jacques Audiard avait rencontré beaucoup de femmes transgenres, et là, il rencontre Carla. Carla Sofia Gascon, elle est totalement inconnue en France. Elle a joué dans des telenovelas en espagnol, au Mexique, elle a joué en Italie. Elle a fait un succès au Mexique, une comédie qui a très bien marché. Et au moment où Jacques Audiard lui propose le rôle, elle aussi, elle tombe amoureuse de ce rôle d'Emilia Pérez. Et lorsque Carla Sofia Gascon passe les auditions pour le rôle d'Emilia Pérez, Jacques Audiard a une révélation. Oui, alors il cherchait depuis longtemps, hein, et tout de suite il se dit c'est elle. Il y a juste un problème, c'est que elle a 52 ans, hein, elle est beaucoup plus âgée en fait que ce qui était écrit dans le scénario initial. Et du coup ça implique qu'il va devoir entièrement réécrire le scénario avec des personnages plus âgés, ce qui va avoir des conséquences sur le casting aussi, c'est-à-dire qu'il va devoir aussi caster des comédiens plus âgés. Ça va tout changer en fait, mais il va le faire parce qu'il est trop sous le charme de Carla Sofia Gascon. Et Catherine Ball, au départ, Jacques Audiard, il cherche un acteur pour jouer Manitas del Monte, donc Emilia Pérez avant sa transition dans le film, mais Carla Sofia Gascon doit le convaincre qu'elle peut incarner le personnage à ces 2 moments de sa vie, en homme et en femme. Oui, elle veut jouer Manitas del Monte, qui est donc le chef de cartel mexicain qui va faire sa transition. Jacques Audiard, il dit qu'il avait des scrupules, il avait peur de la faire souffrir, il avait peur que de se remettre dans la peau d'un homme, ce soit vraiment très douloureux pour elle. Elle lui dit « mais je veux absolument, je suis capable de le faire et ça me fera très plaisir ». Jacques Audiard cède et Carla Sofia Gascon, elle est incroyable aussi dans le rôle de Manitas del Monte et elle dit qu'elle y a pris beaucoup de plaisir. Pour incarner les personnages secondaires, certaines des héroïnes du film, Jacques Audiard approche de grandes stars américaines. Oui, il veut des superstars qui parlent espagnol. Donc il pense à Zoé Saldana, qui est la Na'vi d'Avatar de James Cameron. Il pense aussi à Selena Gomez, qu'il a vue dans Spring Breakers et dans Un jour de pluie à New York. Et il dit qu'il pensait naïvement qu'elle parlait espagnol. Il la rencontre et là il se rend compte qu'elle est texane et qu'elle ne parle pas du tout espagnol. Il en faut beaucoup plus pour décourager Jacques Audiard et Selena Gomez qui va apprendre l'espagnol pour le film. Et ce qui est amusant, c'est que et Selena Gomez et Zoé Saldana, quand elles reçoivent le scénario, elles se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Effectivement, un chef de cartel qui devient une femme, l'histoire se passe entre Bangkok, Israël, le Mexique, Londres. Elles se disent « mais ce qu'on dit en américain what the fuck », c'est-à-dire « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le casting est donc bouclé, mais le film ne peut pas encore se faire. Pourquoi ça ? Parce que Zoé Saldana, elle a oublié de dire un petit détail à Jacques Audiard, c'est qu'elle doit tourner Avatar et que donc elle n'est pas du tout disponible avant 1 an. Jacques Audiard raconte qu'elle lui a écrit un petit mot charmant pour lui dire « attendez-moi, vous ne le regretterez pas ». Et c'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas regretté, et pendant ce temps, il a réécrit son scénario et il a tourné un autre film qui s'appelle Les Olympiades et qui se passe donc dans le quartier parisien des Olympiades. Le tournage d'Emilia Pérez se déroule en 2023. Comment ça se passe ? Alors au départ, Jacques Audiard, il pense qu'il va tourner au Mexique. Il fait beaucoup de repérages là-bas. Et puis il se dit que, en fait, filmer la réalité, ça va l'immobiliser et ça va l'empêcher de créer et de faire ce qu'il adore, c'est-à-dire styliser le réel. Et donc il a cette idée totalement dingue d'aller tourner entièrement en studio, mais non pas au Mexique, mais à Brie-sur-Marne, en région parisienne, parce qu'il se dit voilà, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et quand on voit le film, on comprend, c'est-à-dire que voilà, le film visuellement, il est assez incroyable. Il y a des atmosphères, voilà, parfois l'image est
est plongé dans le noir, il y a des lumières ouatées, il y a des lumières fluorescentes, il coupe l'écran en 2, en 4, il veut tout créer et donc il réalise le film, en dehors de certains plans évidemment de paysages qui sont tournés vraiment au Mexique, il réalise le film entièrement en studio à Brie-sur-Marne. Et ce tournage est resté quand même assez secret. Oui, on n'a pas vu dans la presse des photos de paparazzi disant que Zoé Saldana et Selena Gomez tournaient aux portes de Paris, et pourtant, pendant plusieurs semaines au printemps 2023, elles étaient à Brie-sur-Marne. Avant et pendant le tournage, le film demande un gros travail à ses actrices au niveau du chant, de l'apprentissage du texte et des chorégraphies. Oui, alors Selena Gomez, évidemment, est chanteuse. Zoé Saldana, elle a commencé comme danseuse. Donc voilà, elles partent pas de rien, mais elles doivent quand même toutes apprendre à chanter, jouer, danser en même temps. Donc elles ont toutes 3 ou 4 coachs. Selena Gomez, donc on l'a dit, elle doit aussi apprendre l'espagnol. Donc c'est vraiment une préparation qui dure plusieurs mois et qui se fait sur plein d'aspects en même temps. Éric Bureau, ses actrices sont aussi accompagnées par les compositeurs de la musique du film, Camille et Clément Ducol. Oui, Camille est présente sur le tournage tous les jours pour coacher les actrices. C'est drôle, il faut imaginer quand même Camille, qui pour nous est une chanteuse très connue, mais par rapport à Selena Gomez, évidemment, ça n'a rien à voir, et qui me racontait que Selena Gomez est extrêmement sur le tournage humble et professionnel, et donc se met vraiment au service de l'histoire et de l'œuvre en fait de Camille et de Clément Ducol. Donc en fait c'est une très très jolie collaboration qui apprend autant à Selena Gomez qu'à Camille, puisque c'est aussi un autre monde pour elle. Éric Bureau, en ce qui concerne la musique du film, on est loin d'une comédie musicale classique. Et c'est sûr qu'on est loin de La Land. Hein. Il y a à la fois des chansons de rap. L'ouverture, c'est quelque chose de très opératique, très orchestré, comme Clément Ducol d'ailleurs sait très bien le faire puisque c'est sa formation. Il y a des choses extrêmement intimes, comme quand Emilia Pérez se retrouve toute seule dans la chambre d'hôpital où il n'y a que sa voix. Il y a la fin avec une fanfare. Enfin, c'est d'une diversité assez incroyable pour justement une comédie musicale. Renaud Barognan, dans l'une des scènes les plus marquantes du film, on voit Zoé Saldana qui chante et qui danse sur des tables. Racontez-nous ce moment. C'est là-dessus qu'on s'est dit, en fait, Zoé Saldana, c'est pratiquement le premier rôle du film, parce que c'est une scène très compliquée en termes de chorégraphie et de chant, parce qu'elle danse sur les tables, c'est dans un espèce d'énorme gala, il y a énormément de figurations autour d'elle, beaucoup de gens, et c'est une chanson qui s'appelle El Mal, vraiment, où elle raconte toute l'horreur de ce que peut être cette espèce d'entourage un peu bizarre de gens qui financent, mais qui sont aussi des gens plus ou moins mafieux, il y a de la corruption, c'est une chanson qui parle de corruption aussi, et c'est une performance énorme que livre Zoé Saldana, parce qu'en termes de chorégraphie et de chant, c'est très très complexe, et la scène, elle est magnifique et elle est très remuante, elle prend aux tripes quoi. On en revient donc au début de cet épisode, Catherine Ball. Au mois de mai 2024, à Cannes, après la projection, le film est pressenti pour la Palme d'Or et finalement, à la cérémonie de clôture, le 25 mai, il décroche le 2e prix du festival, le Grand Prix du jury. Mais le film récolte une autre récompense totalement inédite. Le jury du festival a décidé de récompenser les 4 actrices principales du prix d'interprétation féminine. Oui, le jury du Festival de Cannes a décidé de récompenser les 4 actrices. Donc Carla Sofia Gascon, Zoé Saldana, Selena Gomez et Emilia Paz. Et c'est Carla Sofia Gascon qui est la seule à être restée à Cannes ce soir-là, qui monte sur scène. Merci. Et Carla Sofia Gascon, elle est extrêmement émue, elle est en larmes et elle dédie son prix à toutes les personnes trans qui souffrent tous les jours, et elle dénonce toute la haine que subissent les personnes transgenres. Merci, Yank. Merci. Emilia Pérez sort en salle en France le 24 août et franchit la barre du million de spectateurs au mois d'octobre. Renaud Barognan, dès le mois de septembre, Jacques Audiard et Carla Sofia Gascon se rendent de plus en plus souvent aux États-Unis. Pourquoi ça ?
Alors en fait c'est la campagne des Oscars qui démarre, hein. Ça a été la même chose l'année précédente pour Justine Triet, Anatomie d'une chute, c'est-à-dire que le distributeur américain, en l'occurrence là c'est Netflix, emmène le film pour commencer la campagne dans des festivals pour faire un espèce de parcours à travers les grands moments, festival de New York, festival de Telluride, etc. Donc ça veut dire ça demande une présence de l'équipe aux États-Unis. Ce que vous nous dites, Renaud Barognan, c'est que Jacques Audiard n'a pas le choix, il doit littéralement se plier à toutes les demandes de son distributeur américain et faire acte de présence dans beaucoup de cérémonies, beaucoup d'événements, pour avoir une chance d'être aux Oscars, c'est ça ? C'est ça, en fait c'est le prix à payer, hein. C'est la campagne. Alors, l'Académie des Oscars organise plein de petits événements tout le long, pendant 6 mois quasiment, et avec des cocktails, des dîners, ce qu'on appelle des Q&A, c'est-à-dire des questions-réponses avec les votants, et il faut assurer là une présence forte et être capable de répondre aux votants. Enfin voilà, c'est plein d'obligations et c'est vraiment des obligations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y couper. Jacques Audiard, les acteurs, toute l'équipe, ils peuvent pas y couper, ils sont obligés d'assurer ça. Et comment Jacques Audiard il vit cette période de campagne pour les cérémonies américaines ? Alors voilà, ça c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, comme beaucoup de cinéastes, hein, Jacques Audiard, il considère que ce qu'il a à dire, il le dit dans ses films et que ça s'arrête. Normalement, ça devrait s'arrêter là. Il n'est pas très fan d'interviews, par exemple, Jacques Audiard. Il n'aime pas trop les honneurs. Or, il vit un paradoxe en ce moment, depuis le mois d'août et jusqu'au mois de mars, c'est qu'il est bien évidemment touché par le fait que les Américains aiment le film, mais franchement, il ne le vit pas très bien, parce que d'abord pour lui, c'est un rythme infernal, il doit sans arrêt faire des allers-retours, et par ailleurs, il doit répéter toujours les mêmes choses, et il n'aime pas trop ça. Éric Bureau ? Et ce qui est inédit aussi, c'est que dans l'équipe, Clément Ducol et Camille partent aux États-Unis pour faire campagne avec eux. Ils emmènent même leurs 2 enfants qui sont adolescents avec eux pour au minimum 4 mois faire les festivals aussi, rencontrer les distributeurs, mais aussi côté musique, pour que la musique du film ait une chance d'aller au Golden Globe. Et ça a même un impact sur la carrière de Camille, parce que Camille devait sortir un album en septembre dernier et faire ses premières dates au mois de décembre. Et donc elle a repoussé d'1 an son retour en solo. On en vient aux événements les plus récents. Le dimanche 5 janvier, c'est la 82e cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Les journalistes correspondants de la presse étrangère à Hollywood décernent chaque année des prix. Emilia Pérez est nommée dans 10 catégories et Camille et son mari, Clément Ducol, décrochent la récompense de la meilleure chanson originale pour El Mal, chantée par Zoé Saldana. This is such an American experience. Éric Bureau, à ce moment-là, ils n'ont pas du tout l'air de réaliser ce qui leur arrive. Oui, sur scène, comme dans l'interview qu'ils nous donneront ensuite quand ils sont dans le taxi, ils sont totalement éberlués par ce qui leur arrive. Clément Ducol dira que c'est vertigineux, et c'est vrai que c'est ça. Camille parle d'Elton John qui remet un prix et dont elle était hyper fan quand elle était adolescente, qui lui a donné envie, entre autres, de faire de la musique. Donc, effectivement, pour eux, c'est aussi la possibilité de se retrouver aux Oscars. Donc, ils se disent, ça y est, on peut y croire et ça va peut-être arriver, ce qui est le but ultime quand même pour les cinéastes évidemment, mais aussi quand on a fait une musique de film pour un auteur et un compositeur. Emilia Pérez décroche la statuette dans la catégorie du meilleur film étranger. Zoé Saldana se voit récompensée dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Et enfin, l'une des principales récompenses, le Golden Globe du meilleur film musical. Renaud Barognan, racontez-nous ce moment. Je sais comment Jacques Audiard, il monte plusieurs fois du coup pour chercher ses prix sur scène et il fait des discours en français. Et il dit « J'ai jamais eu de sœur et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film. Si j'avais plus de sœurs dans ce monde, peut-être serait-il meilleur. » Il dit « En ces temps troublés, j'aimerais qu'Emilia Pérez puisse être une lumière pour tous ceux qui n'ont pas la chance de compter parmi leurs amis une femme aussi puissante et passionnée que Carla Sofia Gascon. » Et une fois que Jacques Audiard il a terminé son discours, il va demander à Carla Sofia Gascon de le rejoindre sur scène. C'est au moment de la remise du prix du meilleur film musical et il va lui laisser la parole à sa suite. Thank you so much. Et là, elle va se lancer dans un grand discours sur le fait qu'elle soit une actrice transgenre. Vous pouvez nous mettre en prison, nous battre, vous ne pourrez jamais nous enlever notre âme, notre résistance et notre identité. Faites entendre votre voix, défendez la liberté. J'ai gagné, je suis qui je suis. Pas qui vous voudriez que je sois. C'est un discours très très fort. I am who I am.
know who you want. Thank you so much. Renaud Barognan, avec de telles récompenses, est-ce que le film a de bonnes chances d'être nommé, voire récompensé aux Oscars en mars prochain ? On dit d'abord que les Golden Globes, c'est un peu l'antichambre des Oscars. Donc généralement, ce qui se passe aux Golden Globes donne une idée assez précise, mais ça marche pas à tous les coups, de ce qui va se passer aux Oscars. Donc oui, parce qu'ils ont quand même eu 4 prix. Moi, je pense notamment à la musique. Je pense que franchement, Clément Ducol et Camille, ils ont une grande chance d'être nommés et d'être récompensés, au moins pour une des chansons, voire peut-être pour toute la BO. Mais c'est sûr que là, la mise en lumière des Golden Globes avec ces 10 nominations, ces 4 prix, ça va beaucoup aider. Renaud et Catherine, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, vous avez tous les deux beaucoup aimé ce film de Jacques Audiard. Catherine Ball, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès d'Emilia Pérez ? Moi, ce que je retiens surtout de ce film, c'est que ce qui est dément, c'est la façon dont le film se réinvente à chaque plan. C'est-à-dire qu'on part dans une direction et puis en fait, Jacques Audiard, il fait un virage à 180 degrés. C'est hyper violent, c'est romantique, on change de continent, on change de lieu, de décor, de musique, de lumière. C'est vraiment un film, on a l'impression qu'il explose ses coutures à chaque instant. Ce qui est assez fou, c'est de penser que c'est le 10e film de Jacques Audiard, qu'il a fait un western, des drames sociaux. Il a fait maintenant cette comédie musicale. En fait, lui-même se réinvente de film en film, mais ce film-là, je trouve, vraiment nous surprend, nous éblouit à chaque plan parce que on s'attend jamais à ce qui se passe à l'image. Merci à Catherine Ball, Renaud Barognan et Éric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Ça nous aide à remonter dans les algorithmes. Et puis on vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.